L'abonnement, ça n'existait pas. Il fallait revoir ce système. On avait un champ libre, mais plein d'embûches. Ça ne nous pose que des problèmes. Là, on a eu un taux de désabonnement qui était énorme. Les obstacles, on en a eu et on en a encore au bout de 10 ans, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Le business model pur de l'abonnement, il est hyper confortable pour un entrepreneur. Parce que ça nous est tous arrivé d'avoir cette peur. Tu es à la veille d'une soirée entre amis ou alors d'un événement important et tu dois choisir une bouteille de vin. Mais laquelle choisir? Est-ce que je mets trop cher? Est-ce que je mets pas assez cher? Cette peur, notre invité a réussi à la transformer en un business novateur et lucratif. Je suis avec Martin Ohanessian, cofondateur et CEO du Petit Ballon. Alors c'est quoi le Petit Ballon? C'est découvrir par abonnement les meilleurs vins au meilleur prix, le tout sélectionné par Jean-Michel Deluc, ancien chef sommelier du Ritz. Créé en 2011, ils font plus de 17 millions d'euros de CA, plus de 100 000 abonnés pour plus d'1 million de bouteilles expédiées. Ça fait beaucoup. Martin a réussi à créer une entreprise dans un domaine qu'il ne connaissait pas et à une époque où la vente par abonnement n'était pas encore du tout une mode. Il décide en plus d'enrichir son projet par la réalisation de vidéos de dégustation, ce qui n'est pas du tout classique non plus, en s'inspirant d'un certain Gary Vee, alors inconnu du grand public. Ce que j'apprécie sincèrement chez Martin, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs immédiatement de lui. Un énorme sourire, un côté humain, un côté festif et sympathique qu'il a réussi à faire transpirer dans l'expérience client où il fait tout pour leur apporter une expérience unique. On sent qu'il a créé un véritable lien avec eux, la famille du Petit Ballon comme il aime l'appeler. Et ça, c'est juste génial et franchement ça m'inspire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'erreur qu'il a faite et qui a failli coûter la vie de son business. Il te partagera aussi ses conseils pour fidéliser tes clients, en acquérir de nouveaux, tout ça tout en développant une image de marque. Et franchement, c'est pas quelque chose de toujours évident de privilégier le marketing et aussi ta marque. Que tu sois amateur de vin, que tu gères un business d'abonnement ou non, tu vas adorer notre échange, car ces conseils vont faire passer ton entreprise à un autre niveau. Bon visionnage à toi. le vin, je connais pas du tout cet univers. Il n'y a personne chez moi qui vient du vin. Je sais même pas si on appelle directement le vigneron, s'il faut appeler un agent. Et au fond, je sais pas comment choisir. On va m'envoyer 100 bouteilles, je vais les boire, moi je vais tout trouver bon. Donc à ce moment-là, il me faut un expert. Celui qui sait te faire envie d'avoir du vin, c'est le sommelier. Et donc je me retrouve en face de plein de sommeliers avec qui je sais pas trop parler, qui comprennent pas mon projet, ils y croient pas du tout. Je l'aimais bien mon projet, je voulais pas le quitter. Et par une chance inouïe, un mec avec qui je travaillais dans un incubateur me dit écoute, moi mon projet était avec un sommelier de ouf, vient de se planter, déjeune avec lui. Moi j'y croyais plus, j'y vais en pleurant, je savais que mon projet était mort. Je vois ce mec qui sortait du métro, je me dis si c'est lui, je le prends direct. Et il avait une tête trop sympa, et donc je le vois, j'avais envie de le serrer dans mes bras, je l'aimais déjà trop, tu vois. Bien évidemment, on va boire du vin, on a bu des litres et des litres de vin, donc je le trouvais aussi sympa, pas du tout dans la retenue, mais plus dans le plaisir, donc ça marchait déjà bien. Je lui explique le projet, au bout de 20 minutes, il me dit « Martin, c'est mortel, on y va ». Martin, je suis très content qu'on soit ensemble. Tu viens de me le dire un petit peu hors caméra, mais qu'est-ce qui t'a amené au business du vin? Pourquoi? Oh, c'est très facile. Merci David de m'inviter déjà. Le vin, c'était quelque chose de très compliqué. Moi, à un moment, donc la boîte, elle a 10 ans. Donc j'avais 27 ans. T'étais un fêtard un peu? Mais je le suis toujours. En même temps, t'es dans une industrie où c'est presque, tu vois, c'est comme le patron de Netflix, il regarde des films, il peut te dire c'est pas business. Toi, je suis obligé de tester. Hein. Ah, c'est ça. Tester le produit. J'ai toujours adoré ça, adoré l'apéro. L'apéro, c'est vraiment mon moment phare depuis toujours. Et je me suis dit qu'à 27 ans, il faut commencer à mieux choisir un peu ses alcools et particulièrement ses vins. À chaque fois que j'achetais un vin, je me suis dit, que tu sois dans un rayon de supermarché ou que tu ailles au resto ou que tu ailles même chez le caviste, le moment du choix de vin, il est très très difficile. Tu sais jamais ce que t'aimes, tu sais jamais quoi prendre, tu sais jamais si le mec en face est pas en train de te vendre un espèce de truc qu'il n'arrive pas à vendre. Donc tu te retrouves toujours avec une bouteille finalement que t'as pas choisie, qui a plutôt rien à voir avec tes goûts, parce que c'est très compliqué de connaître ses goûts en vin. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'à l'ère actuelle, avec tout ce qu'on a, on ne puisse pas définir un peu une sorte de profil œnologique, on en reparlera après, mais de faire en sorte de simplifier
le choix du vin et faire en sorte que les gens choisissent un vin qu'ils vont aimer. Et donc c'est ça qu'on a décidé de craquer avec le petit ballon. C'est quoi ton MVP au début? Ça ressemble à quoi? Le MVP, il a pas beaucoup bougé. Moi, je suis très très fan de ce qui se passe aux US, encore plus à ce moment-là. Ils ont donc Gary Vaynerchuk, que j'adore, qui est un mec des médias, qui est le roi du média et du vin. Et donc il faisait que des mini-vidéos de format très très court où il parlait du vin hyper simplement. Il donnait son avis, personne ne le connaissait à ce moment-là, mais en fait les gens le suivaient. Ils disaient au moins il y a un mec qui donne son avis avec des mots qui sont hyper simples. Et donc moi j'arrivais à m'identifier à ce mec en me disant « Attends, s'il aime, moi aussi peut-être ». Et donc on était à ce moment-là des dizaines de milliers à suivre et maintenant des centaines de milliers ou même des millions, je pense. Donc il avait ces vidéos et il y avait un autre truc qui était un peu le début de ce qu'on appelait les box ou les ventes par abonnement. Il y avait un site qui n'existe plus qui s'appelait Foodzy, qui était un de mes sites préférés. C'était un des premiers sites qui faisait l'abonnement un peu nouvelle génération comme on connaît aujourd'hui, donc qui envoie un produit tous les mois à une communauté qui a souscrit et qui sélectionne le produit et parle aussi beaucoup du produit. Donc tu te retrouvais avec une petite cagette, avec que des trucs faits par une petite meuf au fin fond des USA qui t'avait fait ses cookies avec sa méga recette. Tu recevais le produit et tu recevais aussi l'histoire de cette meuf. Et en fait, tu le manges, tu lis l'histoire, tu te dis mais mortel, elle me touche trop cette histoire, la meuf est ouf, elle a fait une recette qui datait de 100 ans de famille, donc forcément, c'est beaucoup plus facile de l'aimer. Au fond, on a tous des produits très bons dans la bouche, à boire ou à manger, etc. Mais on n'a jamais l'histoire derrière. Donc combiner un peu ces deux, ça donne le MVP du petit ballon, qui était mon idée d'envoyer des bouteilles de ouf à des gens qui ont souscrit à un abonnement, avec de la personnalisation dans le choix des bouteilles, avec du contenu, donc raconter qui sont les producteurs derrière les bouteilles, comment ils ont fait ce vin, mettre des images, juste le producteur, son domaine, tu vois, pour que les gens rentrent un peu dans ce produit. Et ensuite, des vidéos de dégustation. Donc t'as déjà un site? Non, là c'est mon idée. Hein. Ouh là là, après c'est beaucoup plus compliqué. Donc mon idée c'est ça. Posé sur le papier, ouais. Posé sur le papier, tu reçois deux bouteilles de vin, tu as beaucoup de contenu pour savoir comment choisir, pourquoi, quel est le profil un peu de ces bouteilles pour que je puisse le retrouver ensuite quand je vais acheter du vin. Et des vidéos, parce qu'on trouvait ce format un peu à la Gary assez cool. Et donc il me fallait quelqu'un qui puisse faire une vidéo de 1 à 5 minutes sur le vin pour que je puisse me dire c'est ce vin que je vais aimer. Ensuite, je me dis cool, j'ai l'idée. Donc c'est une partie du beans quand même, parce qu'après c'est pas tout. Je me suis dit ok, je peux monter cette boîte tout seul, mais le vin, je connais pas du tout cet univers. Il y a personne chez moi qui vient du vin. Et donc je me retrouve à mon premier problème qui est, j'ai l'idée et j'ai pas ma caution. Celui qui va m'accompagner dans toute la partie vin. Et dans la partie vin, il y a tellement de spécificités qu'il me faut un professionnel. Celui qui sait te faire envie d'avoir du vin, c'est le sommelier. Ça, c'est son taf. Il y a un côté, il faut que je te connaisse un peu, il faut qu'on parle un peu. Et bim, je sais exactement le vin qu'il te faut. Et je vais pouvoir te guider. Et on est tous perdus devant le vin. Un mec avec qui je travaillais dans un incubateur me dit, écoute, moi, mon projet était avec un sommelier de ouf, vient de se planter. Et donc, il est en gros sur le marché, déjeune avec lui. Mais là, tu cherches un associé ou tu cherches... Là, je sais pas. En tout cas, j'ai besoin d'une crédibilité. Okay. Je lui explique le projet. Au bout de 20 minutes, il me dit, Martin, c'est mortel, on y va. Je dis, arrête, tous tes potes m'ont dit non, mais toi, tu dis oui. Il me dit, j'adore ça, c'est un mec, c'est le plus moderne de tous les sommeliers de son âge. En 2 secondes, il m'a dit, écoute, on verra justement comment tu me payes, je sais pas quoi. Il me dit, file-moi des parts, on s'associe et on y va. En 2 minutes, c'était parti. Le lendemain, il bossait. Le lendemain, il appelait tous les vignerons qu'il connaissait. Donc lui, il t'apportait à la fois la crédibilité et aussi la partie vraiment, entre guillemets, technique. Quelle bouteille de vin on va choisir et comment on va les mettre en avant sur le site. Exactement. Donc la crédibilité envers le consommateur final. Celui qui va s'abonner, il dit, attends, je vais m'abonner au petit ballon. Ok, mais qui est-ce qui est... Ouais, c'est rassurant de savoir que tu as un pro qui va choisir. C'est l'ancien sommelier du Ritz. C'est le plus ouf du monde en sommellerie. Franchement, il est ouf. Et après, pareil au niveau des professionnels du vin. Moi, quand je commençais à les appeler, ils disaient « ton projet n'existe pas ». Est-ce que ça marche comment l'achat du vin du coup? Là, nous, c'est directement par les vignerons. Mais tu t'achètes un stock ou en fait tu... Ouais, j'achète des stocks. T'achètes un stock, donc tu as un stock. Enfin, un stock, je sais pas ce que tu appelles pas. Le stock, il faut faire attention à ce mot. J'achète des bouteilles que le mec est en train de faire. Le vigneron ou la vigneronne est en train de faire. Je veux dire, est-ce que tu négocies un prix en quantité? À l'époque, par exemple, ma première commande, je me rappelle très bien, Château de Saint-Côme et Roc de Genlis.
n'importe qui dans le monde du vin achète plus que 22 bouteilles. Donc il me disait attends, t'es gentil, d'une, je vais pas te faire de cadeau. Deux, même, ça me fait chier de t'envoyer 22 bouteilles parce que ça pèse, lourd. Ils croyaient pas en nous du tout. Parce que juste pour ça que j'arrive peut-être pour bien vas-y. comprendre, qu'est-ce qui t'empêche, entre guillemets, là par exemple demain, de créer un site, de vendre une bouteille auquel j'ai pas de stock, et si tu me la prends sur mon site, d'aller l'acheter? Tu peux. C'est quoi le problème de faire ça? Le vin, c'est un produit qui est pas cher, qui est lourd et qui est fragile et qui vient de partout dans le monde. Disons que tu es à Paris et que la bouteille vient de, je sais pas, disons un truc bien loin, Perpignan, où il y a plein de très bons vins. Ça veut dire que le mec, il va m'envoyer une bouteille. Le coût de la bouteille, allez, c'est entre 5 et 15 euros. Je te fais des grosses moyennes. Le prix de gestion de transport, je rajoute presque le double, j'exagère un peu. Mais tu vois, en fait, c'est pas viable de faire un truc comme ça. Ouais, je pensais pas forcément au viable, je pensais dans le sens, pendant la phase de MVP pour tester si ça prenait ou pas. Ouais, mais on l'a pris dans l'autre sens. On s'est dit, franchement, si on n'arrive pas à vendre 22 coffrets, c'est que ça sent pas bon quand même, notre truc. Donc on les a mis en ligne, ils nous ont fait confiance, ces vignerons, en nous disant, ça sent pas très bon votre truc, mais de toute façon, tu m'as payé les 22 bouteilles. Donc au pire, je risque pas grand-chose. On a vendu, je pense, 100 abonnements en peut-être 48 heures. Décris-moi un petit peu. Toi, tu as des compétences techniques ou pas? Par exemple, comment ça marche le site? C'est toi qui le fais? Tu as un développeur? Ouais, il était pas très bien, mais c'est moi qui faisais tout. C'est quoi? C'est juste une landing page? C'est un site e-commerce? À ce moment-là, c'était un tout petit site e-commerce. D'accord. Il était moche. Hein. C'est quoi? C'était un genre de WooCommerce? Non, ça existait, je pense que ça n'existait même pas. C'était PrestaShop. C'était les débuts de PrestaShop, limite, je pense. Hein. D'accord. Donc ça avait une petite homepage et une page pour s'abonner. Et tu penses que ce qui a fait que ça marchait, c'était quoi? Tu avais une promesse particulière? Découvrez les vins que vous aimez. Et c'est toujours notre promesse. Donc c'est sans engagement? Sans engagement. C'était à combien l'abonnement? À mon avis, ça devait être autour de 25 € à l'époque. Donc en gros, je mets 25 €. Là, je vais recevoir combien de bouteilles du coup? Deux bouteilles. 2 bouteilles. Une gazette. Donc là, maintenant, c'est un magazine. C'est un petit magazine tous les mois. En ligne tous les mois. Donc, il te raconte plein de choses sur le vin. Les deux vins que j'ai. Exactement. Donc, non, mais plein de choses sur le vin en général. On va t'amener des deux vignerons ou même les deux. On va te donner beaucoup de recettes parce que le principal atout du vin, c'est les accords mets vins. Tu vois, les gens adorent ça. Donc, tu reçois 2 bouteilles, beaucoup de contenu sur ces bouteilles, sur les vignerons, comment on a choisi les bouteilles, pourquoi on a choisi ces bouteilles, etc. Beaucoup de choses pour toi connaître ton profil. Et on va te dire, si t'aimes ce vin, c'est que t'aimes les vins comme ça. Et on va te donner plein d'astuces pour que tu puisses ensuite, toi, te servir de ce que tu as appris dans le petit ballon pour choisir ton vin au resto, chez le caviste, savoir ce qu'il faut lui dire, au supermarché, savoir où chercher, etc. Et donc, c'est ça notre truc, c'est qu'on veut vraiment simplifier la découverte du vin. Si t'aimes ce genre d'échange avec Martin ou toutes les autres personnes qu'on a eues auparavant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a créé ce qu'on appelle la Scale Week. C'est un événement d'une semaine qui est gratuit, pendant laquelle tu vas pouvoir avoir accès en avant-première et en exclusivité à des entrepreneurs d'exception. Ils ont tous passé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et certains ont atteint le statut magique de licorne, c'est-à-dire valorisé plus d'1 milliard. Avec eux, on va creuser ensemble comment est-ce qu'ils ont fait pour scale leur business. Comment est-ce qu'ils ont fait pour recruter, onboarder des top talents, créer une culture de performance et d'exécution, se positionner de manière unique sur son marché. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête en tant qu'entrepreneur en cas de difficulté. Si ça te dit, t'as juste à cliquer en haut à droite, il y a un petit i et tu cliques sur la fiche pour réserver ta place. Les places sont limitées et pendant une semaine, on va voir ensemble comment scale ton entreprise ainsi que la mienne. Personnellement, toutes ces rencontres ont eu un impact majeur. J'ai lu entre 30 à 50 livres par an, mais rencontrer ces personnes, pouvoir les écouter et sentir leur énergie m'a vraiment impacté. Donc si tu as envie de vivre ça avec moi, inscris-toi gratuitement à la Scale Week. C'est parti et on reprend notre échange. Ce serait quoi les 1, 2, 3 conseils vraiment qui ont eu le plus de valeur pour toi dans un business à abonnement où tu te dis c'est hyper important d'avoir ça en tête? Pour quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait un business en abonnement, voire même des choses tu vois, qui ne sont pas forcément intuitives, qui ne sont pas forcément popularisées, des trucs que tu te dis ça c'est une grosse valeur. Le conseil numéro 1, mais c'est hors abonnement, c'est un conseil plus entrepreneurial. Si tu y crois, il faut y aller à fond et ne pas lâcher au moindre petit obstacle. Parce que les obstacles, nous, on en a eu, on en a encore au bout de 10 ans, c'est quand même le quotidien de l'entrepreneur. Et nous aussi, on s'était arrêté quand il fallait trouver un sommelier, quand il fallait trouver des vignerons. Donc à chaque étape, on a eu des vrais problèmes parce qu'on était un tout petit peu trop en avance dans ce business de
de l'abonnement. L'abonnement, ça n'existait pas du tout il y a 10 ans, ce nouvel abonnement sur Internet. Oui, alors que là, aujourd'hui, c'est devenu... C'est hyper commun. Les banques, on n'avait aucun moyen de paiement bancaire en ligne qui permettait de faire de l'abonnement. Personne ne nous aidait. Ni la banque, ni PrestaShop, tous ces systèmes aussi de e-commerce. Il n'y avait rien qui était fait pour l'abonnement, aucun module qui nous aidait. On devait tout développer nous-mêmes. Donc on était quelques boîtes avec Jolibox à l'époque qui est devenu Birchbox. On était là, on s'appelait, putain c'est la galère, comment tu fais pour le paiement, comment tu fais pour la logistique, comment tu fais pour tout ça. Et juste toi, les obstacles, tu parlais de l'entrepreneuriat, il est confronté perpétuellement aux obstacles. Tu les vis comment à ce moment-là? Émotionnellement, à l'intérieur de toi, il se passe quoi en fait? Je veux pas donner de mauvais conseils, j'adore ça. J'adore quand c'est difficile. Parce qu'après, le succès est encore plus cool. Si on m'avait dit, bah, bien sûr, c'est trop facile, tu prends un module PrestaShop, tu le plugs et tout ça, ça n'existait pas. Et donc on était un peu dans ce truc, c'était hyper aventurier. L'abonnement, ça n'existait pas. En gros, il fallait revoir ce système. On avait un champ un peu libre, mais plein d'embûches. Donc c'était trop bien, c'était hyper excitant. 27 ans, c'est un moment, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de femme, j'avais aucune charge à part mon loyer. Et si j'avais tout perdu... C'est pas si grave. Non, mes parents auraient été ravis de m'accueillir à nouveau chez eux. Il fallait tout défricher. Et c'était vraiment trop bien. Mais quand même, à chaque fois, tu te dis, oh putain, ça va être l'enfer. Dès que j'ai pas confiance, je me dis, ok, moi j'y crois grave à mon idée. On m'a dit que c'était pas possible. Au fond, je m'en fous. C'est juste un petit warning. Et ce warning, il me dit, va juste le valider avec des clients en direct. Et donc, le moindre problème, j'allais voir des clients ou j'allais voir des spécialistes, par exemple, des méthodes de paiement et des trucs comme ça. Si mon problème était bancaire, j'allais pas faire chier à un client en lui disant, tu sais, moi, la banque, elle m'a refusé. Non, le client, il veut que tu lui parles du produit. Et donc, chaque warning, je me dis, ok, je le prends. Je dis pas au mec qui me fait le warning, bah, franchement, t'abuses. Je me dis juste, il a peut-être raison, il a peut-être tort. En tout cas, il faut que je valide un peu le truc. J'en parlais aux clients ou j'en parlais à des gens plus experts que moi qui me disaient non, il y a une solution, elle est comme ça, ou j'adore le produit, ce vin, même si lui, il voulait pas t'aider, je sais pas quoi, tu vas quand même le mettre dedans. C'est toujours confronté à la réalité, jamais sous-estimer ce que te dit quelqu'un, jamais le surestimer non plus, prendre l'information et aller la tester au marché. Ok, donc ça nous en ferait deux. La numéro 1 un peu générale, d'être à l'aise avec les obstacles et pas s'arrêter. Ouais, grave. La deuxième qui est, je prends les problèmes entre guillemets comme un warning, comme un feedback. Je les exagère pas dans leur valeur, je les minimise pas non plus et je les teste au contact de personnes qui peuvent avoir l'info. Donc si c'est le produit, ben, c'est les clients. Si c'est les banques, je peux aller voir des personnes qui ont une expertise là-dessus. Ce serait quoi du coup un troisième conseil vraiment dédié, abonnement, subscription, de dire tiens, ça c'est vraiment un trick, une astuce qui aide bien? Le business model pur de l'abonnement, il est hyper confortable pour un entrepreneur. Parce que tu te dis, tu commences sur un produit où tu n'as pas forcément beaucoup de stock. Tu te dis, bah ok, je vais vendre 150 produits, 100 produits, 200 produits, 300 produits. Et ton business d'abonnement, il peut être dans le produit, mais il peut être un business d'abonnement SaaS où tu fais un outil sur Internet et tu le revends à des gens. Ce business d'abonnement, tu es à peu près sûr que si tu fais pas un produit trop merdique, les gens, ils vont rester. Donc plus tu penses en client, plus tu mets de l'amour dans tes produits, donc c'est peut-être ça mon conseil, c'est mettre tout ce qu'on peut dans le produit, comme si nous-mêmes on était clients et qu'on reçoit ce truc et qu'on se dit, ça déchire. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un produit dont tu es fier de présenter, tu te dis que tes clients vont être contents, et si tes clients sont contents, c'est des gens qui vont rester. Et donc tous les mois, moi je suis allé te chercher une fois en client, et si je te fais plaisir, j'ai pas à aller te chercher, tu restes abonné. Et donc, c'est vachement plus facile, côté entrepreneurial, de te dire, ce client, je l'ai, mon seul taf, c'est de le rendre heureux. Tout le focus est sur les clients que tu as déjà. Un hôtel qui verrait que des nouveaux clients, il est tout le temps sur de l'acquisition. Là, toi, tu veux chouchouter ce que tu as. Bah, bien sûr. Nous, on dit que ça coûte 7 fois plus cher d'acquérir un client que de le fidéliser. On n'a jamais fait les stats et au fond, on s'en fout. Nous, notre principal objectif, c'est de fidéliser les clients et ensuite, c'est d'en acquérir. Mais si on fidélise les clients, si toi, tu as reçu la box et tu te dis, c'est mortel, bah tu vas en parler. Déjà, le vin, c'est pas un truc que tu bois seul. Tu vas appeler des potes, tu vas boire le vin, tu vas parler du petit ballon, et les deux ils vont dire, en fait, l'idée est cool, et donc ils se réabonnent. En fidélisant, on fait de l'acquisition de clients. Après, notre business, nous, le début, le MVP, c'est la box. Et maintenant, on fait beaucoup plus de choses. On va revenir, d'ailleurs, j'ai des questions sur l'équilibre focus et ouverture de produits. En termes de rétention, donc là c'est clair pour moi, c'est la plus grosse pépite, se focaliser sur aimer ton client, le servir, lui créer une expérience qui est exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez mis en place qui ont augmenté la rétention? Combien de temps ton client il reste avec vous? Que ce soit sur le produit ou des choses autour où ça a été facilitant? Ça, c'est notre taf de tous les jours.
Bah, justement, est-ce que tu en as une Ouais, ou deux qui te viennent? alors, bah, au début, donc tu vois, on recevait. Le carton était pas très joli. Après, nous, toujours pareil, on a un problème dans le vin, c'est que les bouteilles se cassent assez facilement, etc. Donc il faut aussi des trucs assez solides. On peut pas faire comme les abonnements de beauté où le truc est très beau et tout ça. Mais donc, au début, le carton était vraiment dégueulasse. Les produits étaient très bons, mais déjà beaucoup trop spécifiques. Typiquement, on avait envoyé une bouteille qui était un muscat sec de l'abbaye de Fontfroide. Je me rappelle très bien parce que les avis clients, c'est mon truc numéro un. Donc c'était une bouteille, c'est excellent à cette bouteille, sauf que la bouteille, elle fait 50 centilitres. Donc ça veut dire qu'au lieu d'une bouteille 75, on connaît à peu près tous la gueule d'une bouteille de vin, en fait, ta bouteille est beaucoup plus petite et beaucoup plus fine. Là, on a eu un taux de désabonnement alors qu'il y avait, je sais pas, à ce moment-là, 100 ou 150 abonnés, qui était énorme. Donc là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux vins sont trop bons, on n'a rien changé au truc, etc. On appelle les clients, et on le fait toujours d'ailleurs maintenant, alors qu'on a beaucoup de clients. Mais là, les 150, il y en a plein qui venaient déjà. Et ceux qui venaient pas, on les appelait. Ils nous disaient, attendez, j'ai payé 25 balles, vous mettez une bouteille de mini format. C'est une erreur dont on ne savait pas, mais les gens veulent déjà une bouteille qui ressemble à une bouteille de vin. Donc une quantité de 75 centilitres. Ensuite, ils veulent un carton qui soit plus ou moins joli. Dans l'abonnement, en général, ils veulent en gros retrouver à peu près le prix de leur abonnement dans ce qu'ils reçoivent. Il faut qu'ils se disent, OK, ma valeur perçue de ce que j'ai reçu, les 2 bouteilles, la gazette, tous les avantages, etc., plus le carton, plus l'envoi, ça me paraît logique que ce soit ce prix. Ça, c'est le premier truc. Et au début, on était trop en dessous. Et donc, les gens se désabonnaient un peu trop. Donc, on leur a parlé. On a fait plein de petites modifications. Pour augmenter la valeur perçue, c'est soit produit, soit avantage. L'avantage, c'est de leur dire, bah, en fait, maintenant, une fois que tu es abonné, on va te donner plein d'avantages en plus pour que tu puisses aussi te dire, c'est mortel d'être sur Tudialon, je ne peux plus partir. C'est quoi des avantages par exemple? Bah, des avantages, c'est de pouvoir acheter les bouteilles que tu as reçues au moins cher du marché. Est-ce que plus je suis fidèle, plus j'obtiens quelque chose? On a une boîte qui a 10 ans, on croit qu'on a une boîte très, très mûre, qui a réfléchi à tout, qui a mis tout en place. En fait, on est toujours un peu en construction et tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le programme de fidélité. On est en train de le mettre en place maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si je me désabonne et que je reviens, je perds rien. Ouais, ça va changer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît vraiment les clients. Il y a beaucoup de clients qui sont encore là depuis 9 ans. Et ça, c'est quand même très, très cool pour nous. On a créé un lien avec ce qu'on appelle les ambassadeurs du Petit Ballon. Tu vois, c'est des gens qui, tous les jours, sans contrepartie, sans rien, nous donnent plein de retours, nous font beaucoup de... Oui, comme on faisait au tout début. C'est une forme de famille, de communauté. Exactement. Dans l'abonnement, c'est de créer une vraie communauté. Nous, on appelle ça la famille du Petit Ballon. C'est le truc le plus important. Mais quand tu parles de communauté ou quand tu parles de famille, ça veut dire que tu penses aussi aux produits, tu veux leur faire plaisir au maximum. Et donc, voilà, tu crées un vrai lien. Et nous, on a un super lien. J'aime trop nos abonnés, je les connais pas tous. Je lis tous les avis clients. Avis clients qui sont envoyés par mail ou que Par mail, sur les plateformes d'avis clients et des trucs comme ça. On répond à tout le monde. Tu as créé vraiment, alors qu'on pourrait penser c'est numérique donc distant, au contraire, encore plus de proximité que ce que je vais retrouver si je vais acheter dans une supérette. C'est une vraie famille et à qui on veut donner beaucoup. Bah, ça se sent en tout cas. Southwest Airlines, en ce moment j'en parle beaucoup, leur slogan c'est The Low Cost Company, donc ils veulent faire le moins cher. Quelque part, quand tu sais que c'est ça, ça radicalise tes décisions, ça facilite tes décisions. Tu vas pas donner de nourriture dans ton avion parce que tu veux être le moins cher. Toi, tu veux créer une expérience qui est unique et spectaculaire. En soi, ton livret, tu pourrais tripler la taille, le packaging, on peut imaginer plein de choses qui coûtent de plus en plus cher. Comment tu arbitres entre cette question de tarif d'un côté, qui est un angle de ton triangle, entre guillemets, l'expérience client, le profit que tu vas faire au milieu de tout ça? Est-ce que tu t'es dit, tiens, le tarif, on ne le touche pas. Si on rajoute quelque chose qui coûte, il faut qu'on en enlève une autre. C'est comment votre réflexion? Alors, c'est une très bonne question. Une très bonne question qui est quasi problématique depuis le jour 1. Ce qu'on a toujours voulu, c'est mettre la meilleure expérience possible au prix le moins cher possible. Donc, on est entre une low cost et une boîte de super expérience. Ça ne nous pose que des problèmes. Ouais, parce que ça rend pas facile le choix. Toutes nos décisions. Ouais. On veut que le vin soit le meilleur possible. On veut que la gazette soit la plus ouf. Que le contenu soit trop bien. Que la box soit jolie avec 2-3 petites illustres du Petit Ballon. Que l'expérience soit la plus dingue possible et que les gens se disent oh, c'est ouf. Et on veut surtout pas toucher au prix. Donc à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on n'enlève rien. Qu'est-ce qui fait justement que vous dites on touche pas au prix? Elle vient d'où cette décision? Tu peux rajouter plein d'avantages, mais la valeur perçue de notre business, si demain, ma même box, je lui mets 5 euros, 6 euros ou 10 euros en plus, je pense que les gens vont pas trouver justement ce ratio valeur perçue plaisir.
Et donc, c'est très, très compliqué. Et au fond, j'en sais rien, peut-être que non, mais je sais pas, c'est un espèce de truc qu'on s'est dit depuis le premier jour. Le prix du vin augmente tous les ans. D'accord. Et nous, notre prix est le même depuis presque 10 ans. Donc vous avez un problème de plus en plus. Ah ouais, sauf qu'on fait plus de volume, qu'on connaît vraiment bien les vignerons, qu'on les aide le plus possible. Ils nous aident aussi, il y a un vrai échange. On a créé aussi une vraie famille avec les vignerons qui font partie de toute cette famille du Petit Ballon. Mais donc, je trouve ça vachement plus facile de dire on est une boîte low cost et on y va comme des bourrins, ou on est une boîte d'expérience. Ça coûtera peut-être 50 € le package. 50 €, mais l'expérience sera ouf. Et nous, on est pile entre les deux. Après, c'est ce que je te disais, j'adore quand c'est difficile, tu vois. Je crois que tu as eu comme investisseur, ou comme, je sais pas quel terme tu prends, Jacques-Antoine Grandjean. Tout à fait. Est-ce que c'est des discussions que tu as eues avec lui sur ces questions-là? Non, les investisseurs qu'on a, ils nous aident dans les grandes lignes. Ils vont pas se dire attends, aujourd'hui on va faire que du pricing et je vais vous aider sur le pricing. Ils ont testé le produit, voilà mon retour d'expérience, essayez de creuser un peu plus ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. C'est plutôt des grandes lignes qui nous font travailler, qui nous font réfléchir. On va jamais avec les investisseurs autant dans le détail. Quand tu dis on va jamais, c'est quelque chose plus, on va dire, dans l'univers non, là, je te parle de nous. Non, je te parle de nous. On a eu des business angels au tout début, dont Marc Ménazé, là, que j'adore. On n'avait même plus l'impression que c'était un investisseur, on avait l'impression qu'il était dans l'équipe du Petit Ballon. Si quelqu'un passe beaucoup de temps, bien évidemment, tu peux aller beaucoup plus dans le détail. Mais avec Jacques-Antoine Grandjean, il a quand même d'autres trucs à gérer que le Petit Ballon. Et donc, j'ai pas la chance aujourd'hui de l'avoir tous les jours à côté de moi et qu'on puisse travailler sur 1000 sujets à la fois. Ça, c'est un sujet, je serais heureux d'avoir ton avis, où moi, je suis pas forcément, tu vois, à l'aise sur ce sujet-là. Et des gens que je connais ou des amis autour de moi, ils sont très à l'aise pour demander de l'aide. Et ils le font d'une manière où la personne à qui ils demandent de l'aide, elle est vraiment contente de le faire. Et moi, je sais que je peux avoir des fois cette peur j'ai pas envie, justement, tu parles de quelqu'un comme Jacques-Antoine Grandjean qui a plein de choses à faire, qui a plein de priorités. Je pourrais me dire, non, je vais pas le déranger. Et du coup, presque vouloir trop peu en prendre. Ouais. Comment, toi, tu es à l'aise avec cette dimension-là? Tu prends du vin et tu dis, tiens. Déjà, tu bosses dans le vin. Ça fait souvent un peu marrer les gens. Donc, ils se disent, attends, au pire, je boirai une bonne bouteille. Bon. mais non, mais vraiment, ma femme, elle monte un magazine en ligne aujourd'hui et je lui dis, mais ce que tu dois faire, c'est contacter tous les gens dont tu rêves de contacter, qui peuvent soit t'aider pour ton magazine, soit faire partie du magazine, etc. Elle prend son ordi, elle va sur LinkedIn et des gens qu'elle ne connaît pas, elle les contacte, elle a peur, et je la comprends. Au début, ça fait un peu peur. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce que tu perds à contacter sur LinkedIn? Cette étape-là, on va dire, dans mon cas, elle est facile. Ouais. Je pense que l'endroit où moi, je vais plus avoir un dilemme, c'est quand la relation elle est déjà créée. Ah ouais, pour moi, c'est encore plus facile, ça. De trouver à quel moment tu t'arrêtes, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que les gens te le disent. Il faut pas être trop pushy, tu vois. Il faut le faire un peu avec finesse. Tu te dis que tout le monde, en fait, Jacques-Antoine Grandjean qui gère un business à plusieurs milliards, ou quelqu'un qui est salarié, qui bosse des heures et des heures dans son truc, mais qui rentre chez lui, il gère peut-être 2 ou 3 enfants. Ça veut dire que de toute façon, lui, ces 24 heures, elles sont prises autant que Jacques-Antoine Grandjean. Moi, je trouve que tout le monde, de toute façon, est bien occupé. Il y a des gens qui sont là, l'entrepreneur, comme Jacques-Antoine Grandjean, il sait, il est passé par toutes les galères aussi. Il va se dire, attends, le mec, il monte une boîte, je vais lui filer un coup de main avec le temps que j'ai. Au début, on contactait tout le monde et franchement, on a eu des réponses de gens de ouf, trop sympas, que je remercie toujours aujourd'hui, avec qui je suis toujours hyper en contact. C'est des gens, s'ils te répondent, c'est qu'ils ont envie de t'aider. Et en plus, ils vont te donner du temps, plutôt intelligemment. Il faut être précis. Plus la personne, je pense, est grosse dans l'entrepreneuriat, je dirais, ou a une grosse boîte, plus mes questions sont précises, par exemple. Je me dis, peut-être que Jacques-Antoine Grandjean, il m'a accordé une demi-heure. Dans cette demi-heure, il faut que j'utilise au maximum. Donc, il faut que j'arrive avec un... Tu précises vraiment ton problème. Ouais, je peux pas arriver avec Jacques-Antoine. Question ouverte. Que tu penses comment j'augmente ma rétention? Ouais, tu vois, il faut avoir un sujet précis, mais pas aussi précis. La rétention, il va se dire, non, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais te mettre en contact avec mon grand chef de la rétention et c'est lui qui va t'aider. Quand je vais voir Jacques-Antoine Grandjean, c'est avec une question pas ouverte, mais pas aussi fermée non plus que ou pas aussi spécifique que la rétention. Mais c'est dans mon business. Je lui dis aujourd'hui, j'ai une croissance de 10, 20, 30% sur cette ligne-là. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider les vignerons? Je sais pas quoi, tu vois. J'essaie de lui envoyer la question un peu avant pour qu'il puisse quand même y réfléchir. Et après, tu parles. Et souvent, c'est des gens bien assez malins pour te dire sa question était un peu pourrie, mais moi j'ai mon idée et il t'aide aussi à trouver une autre démarche et à t'amener sur un terrain qui est un peu différent et qui va vraiment t'aider. Et tu ressors, tu te dis c'est pas con ça. Et donc tu travailles. Une fois que tu as bien travaillé, tu retournes le voir. Il faut surtout toujours remercier les gens
que tu es allé voir qui t'ont donné du temps. À chaque fois, tu leur envoies un petit mail, un texto, tout ce que tu as. Mais ça, il y a trop de gens qui le font pas et ça m'agace. Genre, merci de m'avoir donné du temps, Jacques-Antoine. Ou que ce soit n'importe qui, il faut remercier. Ça, c'est trop important. Juste après. Juste après, juste un petit message tout con. Et ensuite, tenir au courant. Si tu as aidé à travailler sur un projet et que tu as monté ce projet, ne pas oublier de lui dire tiens, merci, j'ai monté ce truc, tiens, va jeter un coup d'œil. Et à ce moment-là, le mec se sent encore plus concerné. Il va se dire trop bien, il me tient au courant, donc je vais aider, je suis allé sur son site, il y a une petite faute d'orthographe, il y a je sais pas quoi, et tu vois, et il t'aide en fait encore plus. Et donc, tu as fait un truc assez précis, tu lui as pas pris trop de temps, mais tu as créé une relation aussi un tout petit peu plus longue durée, et ça, c'est sans prix. C'est clair. Dans l'univers New York, Silicon Valley et aussi de la start-up en France, il y a un truc qui m'a surpris au début et que je trouve dans le fond génial, mais j'ai du mal à savoir comment le positionner. C'est que mes autres interviews, d'autres types de personnes, le message que eux vont m'écrire vont être bonjour, il y a des formes cordiales au début, à la fin. Ça m'a surpris par exemple des interviews à la Silicon Valley où en fait la personne me dit juste ok, tu vois, ou merci, ou oui. Et donc je trouve ça génial parce que c'est très efficace. Le dilemme que j'ai quand je leur écris, c'est qu'il y a une partie de moi qui me dit attends, je vais quand même pas lui écrire un mail sans bonjour et sans au revoir, et que dès que tu commences à mettre de la forme, tu rallonges le texte. Sûr. C'est quoi ton conseil? Je trouve que les Américains sont beaucoup plus directs. Donc déjà, ramener ça en France ou même en Europe, la vérité, elle est un tout petit peu entre les deux. Un mail long, c'est trop chiant. Et ça emmerde, je pense, tout le monde. À écrire, à lire, tout ça. Un mail où tu dis pas bonjour, c'est chaud. Mais là, peut-être pas dans le premier, mais tu vois, par exemple, justement, je l'ai eu l'interview, elle me répond OK. Je lui réponds, bah, du coup, quelle heure vous êtes disponible? Elle me met par 14h. Ah ouais. Et c'est dans ces échanges-là où moi, je me dis, est-ce que je lui redis bonjour dans les suivants ou est-ce que je garde son style? Moi, je fais un truc un peu poli au début. Pas très long, mais je dis quand même bonjour, je dis quand même au revoir. Pas très long, ça serait quelle taille de mail? Vraiment, il faut que ça fasse 3 phrases max, je pense. Hein. Même moins, allez. Bien coupé, quoi. Ouais, c'est qu'est-ce que je fais là? Je te dis quand même un truc sympa et après je te dis quand même au revoir. Donc ça fait assez peu de phrases. Après, quand quelqu'un, pareil, pour parler de Xavier Niel ou de Jacques-Antoine Granjon, te dit 14h, je n'oserais pas trop lui mettre OK, tu vois, je lui dirais OK, il y a un petit truc en plus, tu vois. Après, il y a ce rapport un peu de force. Xavier Niel qui te dit OK, tu dis de toute façon, il aurait pu me dire n'importe quoi. Tu étais content. Ouais, j'étais content. Et je me dis, il a pas de temps, et il a quand même répondu. Il faut juste pas saouler les gens. Moi, un mail qui fait plusieurs lignes, je crois que je le lis pas ou vraiment à travers, et donc en fait, tu passes à travers pas mal de trucs. Hein. J'ai vu sur ton LinkedIn, c'était marqué Skilled in Digital Strategy, Marketing Strategy. Est-ce que tu considères que justement, tu as une expérience là-dedans? Ouais, oui, parce que ça fait 10 ans que je fais que ça. Enfin, que je fais que ça. J'en fais beaucoup. Moi, c'est vraiment mon taf. C'est quoi ta mission en tant que CEO aujourd'hui? Moi, je suis créatif. C'est ça ma mission c'est ma mission de vie. Rajouter un peu de la folie dans les trucs. Tu vois, j'étais musicien avant. J'ai fait que des trucs qui me donnaient Ouais, j'adore ça. Et quand je me mets à la place du client, tu vois, moi je suis là comme Disney. J'avais vu son film que je trouvais cool, tu vois. Ce qu'il veut, c'est faire kiffer celui qui est derrière. Moi, ma mission, c'est ça. Soit tu vas comme un bourrin, soit tu mets en place toute ta créativité pour faire en sorte que justement on revient sur des sujets avec le prix le plus bas possible, tu puisses aussi leur offrir une expérience de ouf. On a parlé pas mal, on va dire, rétention produit. Au niveau acquisition, c'est quoi des trucs comme ça que tu as mis en place, qui ont bien marché pour rendre le petit ballon sexy, pas seulement au niveau des gens qui l'ont expérimenté, mais pour le faire connaître? Qu'est-ce qui a marché pour toi? Une seule chose, hein, c'est le bouche à oreille, c'est le truc numéro 1 depuis 10 ans. Plus je mets d'amour dans mon produit, plus je fais en sorte que la personne le reçoive, se dise que c'est ouf, plus il va inviter des potes, plus il va en parler à ses potes, plus les gens vont s'abonner. Et donc ce sera beaucoup plus facile d'acquérir ces clients qui sont déjà venus chez toi boire une bouteille quand ils verront une ads sur Facebook, Instagram. Ils vont se dire ah ouais, je me rappelle, c'était chez Navid, j'ai bu ce truc, cette marque elle est cool, bim, ils s'abonnent direct. Donc soit ils se sont abonnés grâce à ton bouche à oreille direct, et là tu leur envoies un espèce de petits codes, de petits liens de parrainage. Vous faites la pub Facebook, Insta? Ouais, bien sûr, mais beaucoup de retargeting ou choses comme ça. T'es déjà allé sur le site? Exactement. Après, on fait de l'acquisition, de la pure acquisition, ça nous arrive. Mais je pense que notre gros du business, c'est aussi la feed ou l'acquisition un peu de gens qui ont déjà vu passer la marque. Donc, tu es déjà allé sur le site, tu es déjà allé sur notre profil Insta, tu es déjà allé sur Facebook, tu as déjà vu une OP qu'on a fait avec je sais pas qui. On te reconnaît et on te parle du petit ballon un peu différemment. C'est très, très compliqué de vendre notre business qui est déjà compliqué. On fait de l'abonnement, on fait du cadeau, on fait du e-shop, on a des boutiques aussi retail à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Il arrive, il se dit oh, je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, tu dirais qu'il y a encore de la résistance? Ouais, je pense que maintenant, ils ont beaucoup de choix, les gens.
dans l'abonnement. Mais le choix, c'est pas du choix de vin, c'est je veux m'abonner à un truc et donc Ouais, tu peux t'abonner de partout, quoi. ah ouais, du saucisson, du pâté, des trucs de cosmétiques, t'as de tout. Donc tu dirais que ta concurrence, c'est tous les abonnements en général? Ouais, alors comme on a trois gros pans de business. L'abonnement, donc sur la partie abonnement, ma concurrence, c'est l'abonnement de vin. On a le cadeau, c'est ton anniversaire, je t'offre un abonnement. Là, ma concurrence, c'est toutes les box, donc tous les sites d'abonnement. Je t'offrir un abonnement, c'est-à-dire que je te l'offre pour une durée de... Ouais, je t'offre 3, 6 ou 12 mois ou encore plus. D'accord. Je peux même te rajouter des bouteilles, te faire des coffrets cool. C'est un gros aussi pan de notre business. Et ensuite, on a la partie pure e-commerce où on vend du vin. Et là, nos concurrents, c'est pareil, tous les vendeurs de vin. En ligne, mais aussi hors ligne. Les supermarchés, les cavistes et les trucs comme ça. Donc, on a beaucoup de concurrence hyper différentes en fonction des pans de business. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a une question qui me fascine et que je trouve vraiment complexe. Elle est revenue dans beaucoup d'interviews, que ce soit avec Fred Mazella, Blablacar. Il disait que c'était un vrai sujet pour lui. Très bien cette interview. Ça va, t'as kiffé? Ouais. Cette idée d'être focus, je trouve qu'elle est super dure. Hier, on était avec Firmin, le fondateur de PayFit. Il parlait, tu vois, de ces 3 cercles, une idée qui est apparemment popularisée entre autres par Jeff Weiner, donc le directeur de LinkedIn. Le cercle central qui est l'endroit principal, le cœur de ton produit. Un deuxième cercle autour et un troisième cercle. Je lui demandais un petit peu grossièrement d'évaluer les pourcentages d'énergie à mettre. Il disait 60% sur le cœur de son activité. Donc l'activité centrale, tu me dis si j'ai bien compris, je paye, c'est 25, c'est ça? 25 euros? Entre 19,90 et même, t'as plein de formules différentes. Ok. Ouais. Donc je paye à partir de 19,90 € tous les mois. Je reçois 2 bouteilles de vin. Je peux m'attacher à ces 2 bouteilles, à leur histoire. Et en plus, je suis éduqué sur quoi en faire de ces bouteilles. Ça, c'est le cœur Ouais, t'as raison. du produit. Par exemple, est-ce que vous vendez du fromage? Non, non, et on le fera pas. Alors déjà, vendre du fromage, tu vois, c'est encore un autre pan. Là, on est sur le pan e-commerce. Donc nous, notre rang numéro 1, c'est l'abonnement. Donc l'abonnement, c'est je m'abonne et j'offre. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait, tu vois, d'avoir en add-on, je prends mes 2 bouteilles, je coche la case fromage et j'ai du fromage? Rien, ça, t'as raison. Mais à un moment, Mais comment ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment tu choisis. Parce que quand tu es créatif, c'est pas forcément bon d'avoir quelqu'un de trop créatif aussi dans une boîte. Ça nous a fait perdre aussi pas mal de temps parce qu'on a eu beaucoup trop d'idées. Quand la boîte tourne bien, quand la boîte est hyper efficace, c'est quand on choisit très peu de sujets et qu'on les mène à fond. On se dit, ça, c'est core business. Donc, tu vois, c'est le cœur du métier. Donc, on va se dire, là, notre brique abonnement, c'est 60%, je pense, de notre business. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est quelque chose qui change tout. Rajouter un fromage, moi, je vais me dire comme ça, l'idée est cool, mais ça va pas tout changer. Tu vois, par exemple, le fait d'avoir les prix ensuite les moins chers du marché quand tu rachètes une bouteille que tu as déjà reçue, je trouve que la valeur, elle est plus ouf que le fromage. Mais le moment où on est le meilleur, c'est quand on se dit, on prend les core business, l'abonnement, c'est le plus important, le e-shop, c'est le deuxième, mais le e-shop aujourd'hui, allez, peut-être c'est 30%, mais demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, on sait que ce sera aussi peut-être plus puissant que l'abonnement, donc il faut aussi qu'on juge. mais comment tu sais ça? Enfin, ça. c'est quoi qui te fait sentir ça? Je sais pas, ça tu le sens, c'est l'intuition. On a commencé par de l'abonnement qui représentait 100% de notre chiffre. On a rajouté la brique e-commerce il y a 5 ans. Et aujourd'hui, la brique e-commerce, elle fait autant que la partie abonnement. E-commerce, c'est vraiment l'idée, je prends ma bouteille seulement. Exactement, tu arrives, tu dis je connais pas le petit ballon, j'ai pas du tout envie de m'abonner. En revanche, cette bouteille, elle a l'air cool, je l'achète, je la reçois. Et là, vous avez toujours la plus-value d'être guidé. Enfin, comment ça marche? Décris-moi l'expérience. Oui. Le seul but du petit ballon, c'est de pouvoir te guider par plein de choses. Le premier truc, c'est de te faire un profil œnologique. Tu rentres sur notre site et on te dit réponds si tu veux, réponds à ces petites questions et on va te guider. Donc tu réponds à 6 questions, ça te prend 2 secondes, on te crée un petit profil œnologique. De ce profil œnologique, on te sort déjà une première sélection, on va dire, tiens, avec ce que tu nous dis, on sait à peu près ce que tu aimes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Si je sais pas, on va t'aider. Je veux du rouge. Et là, on va creuser un peu avec toi. T'as un arbre de décision? Exactement, qui est fait soit avec des outils, on a une phrase à trous, je veux, tu choisis la couleur, du rouge, du blanc, du rosé, pour un prix de, je sais pas, 5, 10, 15... illimité pour un cadeau, un apéro. Tu remplis un peu ces trucs et ça te donne une première sélection. Et de cette sélection, comme on a ton profil œnologique, on peut te dire c'est cette bouteille qui va te plaire. Après, on a des gens aussi chez nous qui sont là pour te répondre. Des gens en live, des petits sommeliers numériques qui sont réels, mais qui sont derrière l'écran. Et tu dis salut, c'est David, franchement, je galère trop. Ce soir, j'ai un apéro, on est 12, j'aime le rouge, qu'est-ce que je prends? Et donc là, pareil, ils vont te poser 2-3 questions, comme si tu étais chez le caviste, tu vois, pour te... Et comment tu as géré ça? Tu as processé cette partie-là pour voir les questions qui revenaient le plus souvent? Ouais, exactement. On fait beaucoup de data depuis toujours. On sait ce que les gens aiment, on sait ce que les gens cherchent, on sait
la clé d'entrée de départ. Par exemple, les accords mets vin. Je sais aujourd'hui que ce soir, je fais un poulet au citron avec des pâtes. Qu'est-ce qu'il me faut? Ça, les gens adorent donner leur plat. Et ensuite, moi, je te donne aussi un vin. Est-ce que ça fait partie du projet demain d'avoir une app qui soit capable de le faire sans passer par le chat, de Non, donner tes plats? moi, j'adore le numérique. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'usages de ouf. Mais je trouve que le plus important, c'est quand même l'humain. Il y a un vin aujourd'hui que tu vas aimer, et dans 2 mois, parce que tu as passé une journée de merde, parce qu'il pleut, parce que je sais pas quoi, tu sais pas pourquoi, tu vas pas l'aimer. Donc, c'est aussi assez subjectif, tu vois. Donc, il faut que je comprenne un peu ton mood pour te donner un peu le vin qui va bien. Et ça, une machine, elle peut pas le faire. C'est pas possible. Nous, dans notre business, mais je dis pas ça pour tous les gens qui nous écoutent, on a besoin de l'humain. Et l'humain, moi, je trouve que c'est hyper important. Même à Amazon et Jeff Bezos, ils ont sorti la semaine dernière le Amazon Grocery Fresh Store. Ils sont revenus de leur super magasin où tu n'avais personne et tu n'avais que des machines qui te scannaient le visage, qui te prenaient ta température et qui... Ça n'existe pas en France, ça. Non, c'était des magasins test, dont à Seattle, bien sûr. Ouais, tu y vas tout seul et tu te débrouilles tout seul. Trop chelou. Jeff, tu vas un peu loin quelquefois, mais ils font ça sûrement pour ça ouf, lui. Hein. Mais bien S'il sûr. n'y avait pas de limite, t'aurais tes trucs en drone qui arrivent. Et ils ont eu l'autorisation, attention. Hein. Il a fait son truc test, sûrement pour tester aussi les technologies. Et là, il a sorti un nouveau test qui a beaucoup plus d'humain. Et l'humain, en fait, ça rassure tout le monde. Tu rentres dans un magasin, franchement, s'il n'y a personne, mais tu as l'impression que c'est Zombieland, le truc. Ouais, l'idée, c'est pas tant de les enlever, mais de libérer l'humain pour qu'il fasse d'autres missions. Exactement, des missions où l'humain sert vraiment à quelque chose, où il va vraiment t'aider. Une partie aussi conviviale, une partie rassurante. Et toutes les tâches chiantes, répétitives et tout ça, il va essayer de te les enlever. Je trouve ça plutôt cool. C'est clair, de toute façon, pour moi, la technologie, même si c'est douloureux pour ceux qui perdent leur boulot ou quoi, elle pousse l'humanité à faire que seul ce que l'humain peut faire, les trucs les plus créatifs, les trucs à plus de valeur ajoutée, ou les trucs les plus humains, où effectivement la machine, avant qu'elle soit capable de le faire, il y a du chemin. Ouais. On n'était pas sur un sujet plus global, on est parti sur Jeff Bezos. Tu me disais, comment tu fais pour arbitrer les nouveaux projets? Ouais. C'était à peu près ça la question générale. C'est ça. On a une équipe, le comité de direction. Et ça, c'est hyper important. De s'entourer au maximum et très vite de gens, soit en interne, si l'équipe est assez solide, ou en externe, de faire venir des gens. On a tous plein de potes qui sont beaucoup plus experts que nous dans plein de sujets. Moi, je pense que je suis très moyen en tout, par exemple, depuis toujours. C'est ma force, mais ça peut être aussi une énorme faiblesse. Mais tu me dis de creuser un sujet, l'acquisition, je suis nul. La rétention, je suis nul. La logistique, non, je suis pas nul. Dans tous ces trucs, je suis plutôt moyen, tu vois. Mais donc, je me dis, il y a quelqu'un, je suis sûr, dans mon entourage, qui est trop fort. On faisait des grandes tablées et on disait, bah voilà, l'idée du petit ballon, c'est ça. On va prendre sur un sujet spécifique, je sais pas, la logistique, un expert logistique. Mais tu parles de manière rémunérée ou tu... Pas du tout, non, c'est... Autour du vin. C'est des potes. Dans tous tes potes, t'as quelqu'un de plus calé que toi dans un sujet qui peut t'aider. Si c'est pas un pote, c'est une vague connaissance, c'est pareil. Franchement, moi, il y a des gens que je connaissais pas trop qui sont venus, mais de potes, trucs comme ça. Ils sont très contents d'aider. Ils sont très contents de prendre du temps. Ils sont très contents de te prendre de l'information. Et après, à toi de lui faire un petit cadeau, il repart avec des bouteilles, ou ils ont un abonnement gratuit, ou je sais pas quoi, tu vois, il y a... Oui, ils sont venus, ils t'ont aidé, et toi tu trouves une manière de... Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont passé, qui nous ont donné du temps, hyper gentiment. Et qui nous ont aidés dans tout. On a eu des experts marketing, on a eu des experts logistiques, on a eu des experts de la finance, de la banque, plein d'entrepreneurs. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une grande famille. Et je pense qu'on doit tous aider les autres, les petits projets, les gros projets. On a tous quelque chose à apporter. Franchement, les gens sont bons, aiment donner du temps, aiment aider. Il y en a qui se sentent valorisés aussi que tu les appelles. Ah toi, salut Patrick, notre expert logistique, je sais pas quoi. Ah ouais, tu savais? Ah bah trop bien, bah oui, je viens volontiers. Et il vient et il t'explique son métier. En fait, tu comprends 10 fois plus de choses. Donc ne pas hésiter à solliciter son carnet d'adresses, même un tout petit peu éloigné, pour faire grandir le projet ou pour tester des idées. Moi, j'aime bien ça, moi. Ça te fait des rencontres, c'est toujours hyper cool. On a rencontré plein de gens, nous. Des petites questions rapides comme ça, Microsoft ou Apple? Apple. Pourquoi? Je sais pas, c'est viscéral. C'est viscéral. Et même si je trouve que Microsoft fait un super taf, ils m'ont bloqué dans leur univers. Bordeaux ou Bourgogne? Bourgogne. Pourquoi? C'est plus près de chez moi, c'est plus agriculteur. Et moi, j'adore ça, tu vois, le côté vraiment, je travaille la terre. Bordeaux, il y a tout, j'adore Bordeaux, il y a des super trucs, mais c'est une autre image. Moi, j'aime la terre. Ok. Uber Eats ou Deliveroo? Glovo. Je connais pas. C'est le troisième, c'est que j'habite aussi pas mal en Espagne, et c'est la grosse boîte espagnole. Ouais, ça existe en France. À Paris. Qu'est-ce que t'aimes chez eux? J'aime pas Uber Eats et j'aime pas Deliveroo. D'accord. Désolé, les gars. Netflix ou Disney? Franchement, j'aime pas. T'aimes pas? Non.
Tout ce qui est cinéma. Ah, j'adore le cinéma. Netflix, ils m'ont trop déçu. Pourquoi? J'adorais Netflix. Je trouve que le contenu est trop merdique. Franchement, Ah ouais je suis vraiment pas content. Si Real Hastings. c'est ça, il écoutait cette vidéo, je lui ai envoyé. Putain, mais nous du vrai contenu, un truc cool qu'on serait a trop quoi, du envie de vrai voir. contenu? Je sais pas, des films un peu nouveaux. Tu vois, il faut que le délai avec le cinéma soit plus court. Et il faut que les films soient. Je trouve qu'il y a trop de bouse. Mais franchement, ce catalogue, tu regardes n'importe quoi de Netflix, c'est de l'ennui mortel. Je suis vraiment vénère contre Netflix. Reed, si tu m'entends, fais quelque chose. C'est pas possible. T'as une pépite dans les mains, mais ça m'énerve. Et Disney, je connais pas. Je suis pas. Donc du coup, tu fais quoi? Tu regardes plus de films depuis? Si, je regarde des vrais films, mais que je paye à la location. Tu vois, je me dis, si j'ai 2 heures assis sur mon canapé ou je sais pas quoi, je veux que le film il soit ouf. Et je veux C'est pas... quoi un film ouf que t'as vu que t'adores? J'ai vraiment des goûts un peu chelous, mais je sais pas, j'adore les grosses productions. Par exemple, les Missions Impossibles. C'est vraiment débile. J'adore ça. Je pourrais tous les regarder. Ils sont sur Amazon Prime Video, là, par exemple. Et c'est lequel pour toi un de tes préférés? Je sais pas, je dis une connerie parce que je pense que je les ai pas en tête, mais un truc avec Protocole Fantôme, je sais pas quoi là. Et c'est quoi que t'aimes dans Mission Impossible ou ce genre de film? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le divertissement. Ça va avec mon côté aussi apéro, c'est que si je suis 2 heures devant un film, il faut que ça m'éclate. Tu vois. Et je regarde Mission Impossible et à aucun moment je cligne des yeux, tu vois. Et je me dis, ils m'ont toujours tenu en haleine. Elon Musk ou Jeff Bezos? Ouh là là, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Elon Musk, j'adore les deux, même s'ils ont plein de trucs qui vont pas aussi. Je sais pas, Elon Musk, je me sens trop loin de lui. C'est un ingénieur, c'est un vrai génie, c'est quelqu'un qui sait faire des maths, qui sait faire des projets. Genre, il voit la matrice, le mec. Je l'adore, mais je pense qu'on est les deux opposés. Jeff Bezos, pour moi, c'est un marchand plus malin. Je suis très loin. J'aimerais que Jeff puisse me coacher aussi, mais je me retrouve vachement plus en Jeff Bezos. Je peux plus suivre sa voie que celui d'Elon Musk, où de toute façon, je comprends même pas ce qu'il fait, mais j'adore. Vivre en ville ou en campagne? Avant le confinement, je t'aurais dit la ville à 1000%. Je suis un citadin de ouf, les restos, les apéros, les potes, les trucs comme ça. Là maintenant, je crois que j'ai besoin d'un petit bout de jardin. La campagne, je crois que je dirais. Est-ce que tu vis où? À Barcelone. Ah, c'est quand même plus... c'est différent la vibe de... Ouais, c'est hyper différent. C'est plus calme, beaucoup plus calme que Paris. Pour moi, c'est une grande ville de province. Moi, je viens de Lyon, peut-être comme Bordeaux, Toulouse, des trucs comme ça. C'est une ville très cool, plutôt à taille humaine. T'habites vers où, toi, dans Barcelone? J'habite dans un petit village. Maintenant, c'est considéré comme Barcelone, mais qui s'appelle Gracia. Si vous passez par là, n'hésitez pas à venir me voir. À prendre une petite bouteille de vin. Tu disais que, je suis pas sûr du coup de l'avoir saisi, est-ce que t'as des enfants aujourd'hui? Ouais, j'ai une fille. T'as une fille? Ouais, que j'aime trop. Tant mieux, c'est mieux. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Une petite Romy, ma biche. Ma biche. Et bah tiens, imaginons que à partir de là, tu vois, on coupe la vidéo, que ce moment de la vidéo, c'est que pour elle, dans 20 ans ou dans 18 ans. Elle voit cette vidéo. T'aimerais lui dire quoi? Imaginons qu'elle n'a de toi que cette vidéo pour se construire la vie qui l'inspire. Ah, c'est chaud. C'est chaud, j'ai compris. C'est presque triste, je vais peut-être pleurer là. C'est presque triste, on est d'accord. Ou alors, tiens, on va faire mieux. C'est la meilleure amie de ta fille, si tu préfères, comme ça. Tu vois, elle a que ça de toi. T'aimerais lui dire quoi qui pourrait l'aider comme ça dans sa vie ou ce qui est important pour toi à lui donner? C'est très perso. Moi, ce que j'aime, c'est faire que ce que je veux. J'adore ça. Je veux que ma vie, elle soit cool. Je veux que mes journées, elles soient cool. Je veux pouvoir me coucher le soir en me disant « Waouh, encore une journée de ouf ». Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait que des trucs qui m'ont plu, à part très peu de fois. Et franchement, je les ai toujours un peu en travers quand ça m'a pas plu. Mais voilà, j'aimerais qu'elle soit trop heureuse. Pour moi, ça passe par une énorme liberté et beaucoup de créativité aussi. Moi, j'adore ce côté, parce que je suis comme ça, qu'elle réfléchisse sur plein de sujets, que ce soit artistique, que ce soit entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est une partie de nos vies. Moi, quand je joue de la guitare ou du piano, c'est mon moment aussi de ouf de la journée, tu vois. Donc, si elle m'écoute, si elle aime plus que ça, ouais, je dirais qu'elle kiffe. Je veux qu'elle se couche ce soir en se disant ma journée, elle était trop cool. J'ai vu les gens que je voulais. J'ai pris le temps que je voulais pour faire les trucs que j'aime. C'est mon rêve qu'elle ait cette vie. T'as une citation qui te fait kiffer autour de ça? J'ai une mémoire de chiotte quand même. Mais il y a toujours... la paraphraser. Tu sais, les trucs de Confucius, je ne choisis pas un travail, tu vois le genre là. Si tu veux, on la sous-titrera. Fais en sorte que ton travail soit ta passion et tu n'auras pas l'impression de travailler. Oula, c'est beau. C'est ça? C'est ça. ça. Confucius. C'est ça. C'est soit celle-là, soit kiff. Voilà. Ça c'est ma citation. C'est ta citation. Ouais. Kiff. Ça, c'est trop important. T'as des doutes des fois d'y arriver? Tout le temps. Tu les gères comment à ce moment-là? Je crois vraiment en mon truc. Et à chaque fois que j'ai des doutes, en gros, on faisait venir les clients chez nous. Donc les premiers bureaux du Petit Vallon, c'est chez moi. Ça fait rien en mètre carré, mais il y a une grande cuisine, une grande table et plein de bouteilles.
tous les vendredis, je disais aux clients, il y en avait très peu, vous venez quand vous voulez, je vous sers tous les coups que vous voulez, mais en revanche, on échange. Est-ce que ce vin est bon? Est-ce que ce vin est pas bon? Il y a Jean-Michel le sommelier qui venait. Et je pense qu'il y avait entre 20 et 50 personnes au tout début. Et après, on est resté longtemps. Il y a eu jusqu'à beaucoup trop de gens qui venaient à la maison. Mais c'était très sympa. Maintenant, on est vraiment dans toute la France. On peut plus faire ça. Donc, on a créé les ambassadeurs du Petit Ballon. Et nous, on les aide à recréer leur événement. Recréer aussi ce lien. Donnez-nous la date. Si on peut être là, on est là. Jean-Michel, franchement, il a pris des trains dans toute la France pour aller à ces événements. Quand il y avait 10 personnes ou 35, tu vois, il s'en fout. Il est juste là pour donner du bonheur. Je crois que c'est la meilleure secret sauce un peu du Petit Ballon. C'est qu'on aime vraiment nos clients. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.